Voilà, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être là pour ce premier Midi Imaginaire en présentiel, hein, pour utiliser un mot dont on a appris l'existence pendant la crise. Premier donc dans le bel écrin du Théâtre de Lille. On est très content de revenir ici et très content d'accueillir évidemment Nicolas Telop qui nous avait déjà fait un très beau Picsou il y a quelques mois. Je remercie aussi Régis Science qui nous aide dans le support technique et la retransmission en direct sur Internet. Donc, pour ce premier rendez-vous, donc Nicolas Telop, comme je vous disais, donc présenté sur la belle expression de théoricien de la pop culture. Hein. Nicolas Telop est enseignant, journaliste un peu touche à tout, mais surtout spécialisé dans la bande dessinée et le cinéma. Il est notamment rédacteur en chef du nouveau Métal Hurlant qui va de sortir là très récemment, sur lequel je vous conseille de vous jeter rapidement. Il est aussi rédacteur en chef des hors-séries des Cahiers de la BD, directeur adjoint de la 7e Obsession, le magazine de cinéma, la revue de cinéma. Il est aussi évidemment auteur de nombreux livres, dont ici j'ai pris mon petit copain pour être sûr de ne pas oublier. Je cite que les derniers, donc L'Anti-Atome, Franca à l'épreuve de la vie, publié en 2017, Snoopy Theory en 2018, Un songe de Corto Maltese en 2019, Astro Boy Cœur de Fer dans la belle collection de la Fabrique des Héros aux impressions nouvelles, et alors tout récemment un gros livre sur Richard Fleischer, une œuvre qui est sortie ici en 2021. Donc sa conférence s'inscrit aussi donc cette année dans la 5e édition du Festival des littératures d'aventure qui a pour thème le policier et qui commence officiellement aujourd'hui. Donc voilà, il inaugure le festival et donc c'est pour ça qu'on a des thématiques, les Midis Imaginaires, voilà, le fil rouge ce sera le policier dans toute sa diversité, le récit policier dans toute sa diversité, donc le cinéma, la littérature et évidemment la bande dessinée. Donc ici c'est Monsieur Bande dessinée, ce sera Nicolas Telop aujourd'hui qui nous présente une figure méconnue mais importante de la bande dessinée policière qui est ce Dick Hérisson, imaginé par Didier Savard, regretté parce qu'il est décédé il y a quelques années sans pouvoir finir son œuvre. Donc voilà, merci à tous d'être là, merci à ceux qui sont en ligne et merci à Nicolas d'être présent parmi nous à Liège. Voilà, bonne écoute à tous et à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis très, très heureux d'avoir l'occasion de parler de Dick Hérisson parce que effectivement, c'est une figure qui est devenue méconnue. Quand j'en parle autour de moi, c'est terra incognita, on va dire. Alors que dans les années 80 et surtout 90, c'était quand même un personnage qui avait son importance, qui avait son public. Public qu'il n'a pas oublié d'ailleurs, hein, parce qu'il y a encore des fans de Savard et de Dick Hérisson qui sévissent sur Facebook dans un groupe qui s'appelle La Conspiration des Passionnés. Mais voilà, c'est devenu un peu confidentiel. C'est devenu un peu confidentiel parce que, alors qu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, le rythme de parution des albums était très régulier. C'était tous les 2 ans, métronymique. Il y avait un nouvel album de Dick Hérisson. Il s'est avéré qu'en 2004, alors que c'était la première fois qu'il faisait un album, une aventure en 2 tomes, il a disparu de la circulation. C'est-à-dire qu'il y a eu L'Araignée pourpre, première partie, et il n'y a jamais eu la 2e. Et donc c'est devenu un mystère, quoi. Il y a un mystère Dick Hérisson, un mystère Savard. Il n'y avait aucune communication qui était faite autour de ce qui se passait. Quand j'ai commencé à avoir des contacts dans le milieu de la BD, je posais des questions à tout le monde, personne ne savait quoi que ce soit. En fait, il s'avérait que Savard souffrait de la maladie de Parkinson depuis quelques années déjà, avant les années 2000, et qu'il a été incapable de poursuivre son œuvre. Et donc, c'est pour ça que Dick Hérisson, il est tombé dans l'oubli, quoi, parce que le rythme de parution de la série n'a jamais été entretenu. Donc le dernier album, c'est 2002, et malheureusement, effectivement, Didier Savard nous a quittés en 2016. C'est une BD à laquelle je tiens beaucoup parce qu'elle réunit tout ce que j'aime à peu près, c'est-à-dire la bande dessinée a priori classique et puis un fond de récits qui rappelle les récits feuilletonesques. Il y a clairement une influence qui est celle de Harry Dickson. Parce que c'est l'anagramme, Dick Hérisson, c'est l'anagramme d'Harry Dickson. Il faut prononcer le Harry Dickson à l'anglaise pour retrouver le hérisson. Donc c'est ce fameux personnage qui a été repris par Jeanret et qui est surtout popularisé par lui, une sorte de détective de l'étrange qu'on surnomme le Sherlock Holmes américain et qui connaît des aventures assez extraordinaires dans les années 30. Qui est très populaire en Belgique, mais aussi en France et ailleurs. Et donc, Savard, c'était un amateur de littérature policière, feuilletonesque, de Harry Dickson en particulier, mais aussi de Gaston Leroux,
auquel il fait de multiples références dans ses albums, et notamment dans le premier, le premier L'ombre du torero, où il y a une héroïne qui lit le parfum de la diamant noire. Donc voilà, il y a cet ancrage dans la littérature populaire, celle des feuilletons, celle des récits un peu étranges, celle du récit à mystère en fait, et puis celle aussi surtout que Jean Cocteau qualifiait de poésie en fait. Hein. C'est de la poésie dans la mesure où ce sont des images qui sont extrêmement frappantes, des récits qui sont basés sur l'atmosphère et l'étrangeté la plupart du temps. Et au-delà, évidemment, de cet ancrage dans la littérature feuilletonesque, il y a une parenté très nette avec la bande dessinée classique franco-belge, et notamment avec la figure de Mortimer, parce que, bon là j'ai essayé de faire un parallèle, mais vous voyez qu'ils ont le même manteau et la même écharpe. Et donc, c'est pas un hasard. Hein. Il y a vraiment l'idée que... pour Didier Savard, Dick Hérisson se veut être un hommage à Blake et Mortimer, et notamment à la marque jaune. Parce que la marque jaune, c'est son album culte en quelque sorte. Et c'est vrai que si on compare la marque jaune avec le reste de la série de Dick Hérisson, il y a une parenté au niveau de l'atmosphère, au niveau du côté urbain, nocturne, de l'enquête déambulation, qui est vraiment très proche. Donc voilà, c'est une bande dessinée qui réactive des codes très classiques, qui sont ceux donc de la littérature feuilletonesque et de la bande dessinée franco-belge, école plutôt journal de Tintin. Donc quand Didier Savard, il crée ce personnage de Dick Hérisson en 1983, avec le premier album qui paraît en 1984, il s'inscrit dans un sillage qui est celui d'un retour en vogue de la ligne claire. La ligne claire, c'est évidemment l'appellation qui désigne le style d'Hergé, mais aussi de celui de Jacobs pour Blake et Mortimer, et en gros de tous les auteurs qui ont publié dans les années 40, 50, 60 dans le journal de Tintin et même aussi dans le journal de Spirou. Ce style il est tombé en déséitude dans les années 60 parce que c'est la décennie où la bande dessinée elle est censée rentrer dans l'âge adulte, hein, c'est l'expression consacrée, et du coup on abandonne ce style de dessin plutôt simple, plutôt très caricatural, on va dire, pour trouver une ligne beaucoup plus confuse, beaucoup plus brouillonne, quelquefois foisonnante. C'est celle, bien sûr, de Giraud et de son avatar Moebius. Enfin bref, quelque chose qui est beaucoup plus recherché, en fait, en termes de style. Et du coup, il y a un rejet, en fait, du style La Ligne Claire qui ne correspond plus aux attentes du public. Dans les années 80, la ligne claire, elle revient très clairement à la mode et elle est utilisée en particulier dans des récits qui mettent en scène des détectives privés. Et c'est le cas, par exemple, des bandes dessinées que je présente ici. Donc il y a une vraie adaptation d'Harry Dixon qui sort en 1986, c'est-à-dire 2 ans après L'ombre du torero. Et après, il y a la collection BD Détective qui était dirigée par André-Paul Duchâteau aux éditions Le Franc, qui était spécialisée dans l'adaptation de récits classiques de la littérature policière. Là, on voit Mr. Wentz de Steeman, il y a Sherlock Holmes de Conan Doyle, et puis le Rouletabille de Gaston Leroux. Donc on serait tenté de mettre Dick Hérisson dans le même sac que ces titres-là. Ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que ces titres-là, finalement, ils répondent à une logique un petit peu industrielle qui est celle de jouer sur une forme de nostalgie pour la ligne claire tout en tirant les récits vers une dimension un peu plus adulte et en profitant finalement du patrimoine de la littérature policière vu qu'on se contente de les adapter. Harry Dixon, lui, il n'adapte pas, il fait référence peut-être, mais il crée des récits qui sont propres à lui.
Et surtout, plutôt que de le confondre à cette vogue de bande dessinée très populaire à l'époque, lui, Savard, il s'inscrit plutôt dans ce qu'on a appelé la nouvelle ligne claire. Son vrai ancêtre, c'est le rendez-vous de Sevenoaks de François Rivière et Floch. En 77, quand il y a cette bande dessinée qui paraît, c'est la première fois, en gros, qu'il y a une bande dessinée en ligne claire qui revient sur le devant de la scène. En apparence, on a tous les codes de la ligne claire, c'est très porté vers l'imaginaire londonien qui est propre à Jacobs et à Blake et Mortimer, mais en fait c'est beaucoup plus tordu que ça. L'histoire est très très ambiguë, très floue, la résolution n'en est pas une. Ce qui est contraire en fait au principe de la ligne claire. Parce que la ligne claire, si on veut chercher une définition, c'est une façon de rendre lisible au maximum les récits qui sont mis en scène, d'une part, mais aussi de rendre lisible au maximum le monde dans lequel se jouent ces récits. Quand Hergé il raconte les aventures de Tintin en ligne claire, c'est immédiatement compréhensible d'un seul coup d'œil. On a tous fait l'expérience de lire les aventures de Tintin quand on était petit, alors qu'on ne savait pas lire et on comprenait très bien ce qui se passait. Et surtout, ça permet aussi de rendre le monde dans lequel ça se passe, notre monde finalement, beaucoup plus lisible. Il y a une forme d'aplanissement de la réalité qui se joue dans ce style de dessin. C'est pour ça aussi que ça a été rejeté dans les années 60, parce qu'on s'est rendu compte que le monde qu'on nous représentait dans ces bandes dessinées-là ne correspondait pas au monde dans lequel on vivait. Parce que le monde dans lequel on vit est beaucoup plus bizarre, ambigu, incertain que celui de la bande dessinée de l'époque. Quand Floch il reprend la ligne claire pour ce récit-là, et quand après ça va être prolongé par Tête Benoît dans Berceuse électrique, mais aussi par Yves Chaland dans les aventures de Freddy Lombard, même si ce sont des types de lignes claires différentes, hein, en fait ils vont réutiliser ce type de style très caractéristique, non pas pour présenter une forme de monde qui serait immédiatement perceptible, évident, et dont on peut décoder les choses, les événements et les personnages de manière tout à fait immédiate. Au contraire, la ligne claire est utilisée pour montrer toute l'ambiguïté du monde. C'est-à-dire qu'il y a une démarche qui est très ironique. Ce qui est clair dans cette ligne claire-là, c'est que rien n'est clair, en fait. Rien n'est clair, tout est toujours bizarre, tout est toujours confus, tout est toujours très très incertain. C'est particulièrement le cas de Berceuse électrique de Tête Benoît, qui a un récit qui est tout à fait hermétique. En fait, on ne comprend rien. C'est ce qui est génial, hein. C'est une sorte de récit film noir. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, en bande dessinée du Grand Sommeil de Howard Hawks. Hein, vous savez, ce qu'on disait sur ce film-là, c'est que même le scénariste ne comprenait rien au récit. Et là, il y a un peu de ça, en fait, dans Berceuse électrique, c'est que c'est tellement tordu qu'on comprend rien. Et ça rentre un petit peu en contradiction avec le style et avec cette idée de lisibilité. Donc, ce qui est rendu lisible ici, c'est l'illisibilité. C'est le caractère illisible du récit, c'est le caractère hermétique, opaque de la réalité dans laquelle l'histoire est en train de se jouer. Et Yves Chaland, il prolonge ça de manière exemplaire, parce que ces aventures, que ce soit Freddy Lombard ou le jeune Albert, ce sont à la fois des hommages au style auquel il s'adonne, donc plutôt Franquin que Hergé pour le coup. C'est à la fois un hommage, mais aussi une critique de ce qui était véhiculé comme image du monde à l'époque de Franquin. C'est-à-dire c'est à la fois une prolongation en forme pastiche, mais aussi une déconstruction de la réalité telle qu'elle a été représentée à l'époque. Et cette association entre déconstruction et hommage, entre lisibilité et ambiguïté, on la retrouve totalement chez Savard. Elle est permanente, notamment dans le sens de ses récits, mais aussi dans sa façon de s'approprier justement les hommages qu'il rend à la bande dessinée classique.
Même si il dit assez rarement qu'il est fan de Tintin, il y a des hommages permanents à Tintin dans les aventures de Dick Hérisson. Ça se retrouve dès L'ombre du torero, parce que là vous voyez que au mur il y a le portrait de Rackham le Rouge qui est accroché. Donc là c'est un clin d'œil très net. Il y a une course-poursuite dans un musée à un moment donné, et c'est un musée authentique qui se trouve à Arles. Et parmi les gravures et les peintures authentiques qui sont exposées, on reconnaît les portraits qu'on retrouve sur les albums de Tintin. Vous voyez, il y a Chevalier de Haddock, il y a le fétiche Arumbaya, enfin ouais. Donc il y a vraiment clairement une volonté de s'inscrire dans un héritage et aussi d'adresser des clins d'œil à cet univers-là. Dans l'album suivant, qui s'appelle Les voleurs d'oreilles, qui dit oreille, dit par association d'idées oreille cassée, et juste au-dessus de Dick Hérisson, vous voyez qu'il y a le fétiche Arumbaya. Donc le clin d'œil est assumé, quoi. C'est encore plus net dans la 4e aventure de Dick Hérisson, qui s'appelle L'Opéra maudit, parce qu'il est question d'une île qui est censée être hantée. Alors, encore une fois, qui dit île hantée, dans la perspective de Tintin, ça fait penser à l'île Noire, mais surtout quand on regarde la forme de l'île, un peu penchée comme ça rappelle complètement l'île de l'étoile mystérieuse. Et c'est clairement le cas, parce qu'il y a l'idée de la jumelle qui est utilisée pour voir à travers, et en plus il y a les vapeurs qui sont tout autour, vous pouvez le remarquer. D'un côté, c'est les vapeurs de la brume autour de l'île dans l'Opéra maudit, de l'autre côté c'est la vapeur du météore, quoi. Donc il y a une volonté de s'approprier cet univers, mais pour en faire autre chose. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que l'orientation de l'île est inversée. D'un côté, chez Tintin, à droite, elle penche plutôt vers la gauche, tandis que chez Dick Hérisson, elle penche vers la droite. Cette inversion, elle n'est pas anodine, on en reparlera un peu plus tard. Dans le même album, L'Opéra maudit, il y a cette séquence qui se passe dans un théâtre, c'est lors d'une représentation d'un opéra, et il y a un agent de catastrophe qui fait basculer la représentation, ce qui fait beaucoup penser en fait à cette fameuse scène des 7 boules de cristal, où il y a Haddock qui déboule avec une tête de taureau sur le corps. Là aussi, il est question d'une tête, mais d'une tête coupée. Par un Chinois, et là pour le coup ça nous emmène directement vers le lotus bleu. Dans la conspiration des poissonniers, il y a cette séquence de plongée sous-marine. Bon, là on est très clairement du côté du trésor de Rackham le Rouge, vous voyez, on retrouve le même scaphandrier, il y a même la roue pour tourner, pour actionner l'arrivée d'oxygène, et puis là on peut même faire un parallèle entre à gauche la planche de la conspiration, et à droite, celle de Rackham le Rouge. Il y a plus qu'un clin d'œil, une relecture en fait de cette séquence-là. Parce que c'est comme ça qu'il faut le percevoir, comme une relecture. Si je voulais faire une comparaison avec le cinéma, c'est un peu à la façon de Brian De Palma qui fait des relectures d'Hitchcock. C'est jamais un pastiche, c'est jamais un copier-coller, c'est toujours au contraire une façon de s'approprier un univers qui est connu, mais pour en faire autre chose. Là, dans le trésor de Rackham le Rouge, le but c'est de trouver un trésor. Dans la conspiration des poissonniers, c'est de trouver une sorte de sarcophage venu du fond des âges qui devrait renfermer une divinité destructrice. Enfin bon, c'est beaucoup plus inquiétant qu'un simple trésor en fait. Le début du 7e cri fait étrangement penser au début des 7 boules de cristal, et d'ailleurs il y a le chiffre 7 qui est présent, avec la conversation autour d'un journal dans un train, et même si on ne voit pas très bien, la gare est exactement la même. Il a utilisé la même architecture pour représenter la gare de part et d'autre. Et enfin, dans l'avant-dernier titre de la série, La brouette des morts, le personnage est arrêté par 2 policiers qui ressemblent étrangement aux Dupont. Au
au terme d'une scène très 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 inquiétante, très bizarre, assez surréaliste. Et la survenue de ces deux personnages-là, qui sont en fait au fond très bizarres, hein. Vous savez, hein, c'est censé être des jumeaux, mais c'est pas des jumeaux, ils n'ont pas le même nom, il y en a un qui finit par D, l'autre par T. Vous voyez, là aussi c'est un agent de bizarrerie qui finalement ne fait que intervenir comme une cerise sur le gâteau à la fin d'une séquence qui est elle-même complètement folle. Tintin, il y en a d'autres hein, de références comme ça, on pourrait passer plusieurs heures à les détailler, hein. Mais Tintin, c'est pas la seule référence qui est donnée. Il y a des références qui sont puisées dans la peinture, par exemple. C'est le cas ici de la toile de la célèbre chambre de Van Gogh. Vous voyez que c'est très net, quoi, hein, la parenté entre ces deux images. Sauf qu'encore une fois, on a l'idée d'inverser la polarité d'atmosphère. D'un côté, chez Van Gogh, le lit est vide, les volets sont ouverts, on est en pleine journée. De l'autre côté, on est en beau milieu de la nuit. Les couleurs sont beaucoup moins chaleureuses, beaucoup plus ternes. Il y a un personnage qui occupe le lit. Enfin, vous voyez, c'est vraiment l'inverse. Et ce qui est intéressant ici, dans ce que fait Savart, c'est qu'il a l'air de se réapproprier pour les contourner tous les poncifs liés à l'histoire de l'art. On a toujours l'habitude de dire que cette chambre, elle est chaleureuse. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écrit un truc sur cette chambre de Van Gogh, on dit c'est une chambre qui est chaleureuse, qui est accueillante, voilà. De l'autre côté, elle est chaleureuse, mais d'une autre façon, parce qu'il y a un personnage qui fait éruption en disant au feu. Et donc, signe de danger, signe d'inquiétude. Et peut-être que c'est aussi pour rappeler l'angoisse latente hein, qui est permanente chez Van Gogh. Hein. Vous savez que c'est un auteur qui était largement torturé. Et cette peinture soi-disant rayonnante de calme et de volupté, finalement, elle cache peut-être aussi un fond d'angoisse permanent. En bande dessinée toujours, il y a des références qui sont faites justement à Blake et Mortimer et à Jacobs. Là, vous voyez qu'on voit bien le rapport entre cette case de la marque jaune à droite et puis cette autre case du tombeau d'Absalom à gauche. Mais encore une fois, avec l'idée qu'on inverse la polarité. C'est-à-dire que d'un côté, la porte s'ouvre vers la gauche et de l'autre, elle s'ouvre vers la droite. Et puis voilà, c'est pas... Là, en fait, les personnages, Dick Hérisson et son ami journaliste, sont censés chercher un téléphone pour avertir du danger qui pèse sur quelqu'un. De l'autre côté, chez Blake et Mortimer, l'idée c'est de sauver quelqu'un et ils arrivent trop tard. La personne a été enlevée par la marque jaune. Même si là, Dick Hérisson et Jérôme Doutandieu trouvent le téléphone, il est déjà trop tard aussi. Vous voyez, c'est un peu comme si c'était un clin d'œil pour avertir le lecteur que même s'ils sont parvenus à l'objet de leur quête, trouver un téléphone pour avertir une potentielle victime, en fait, il est trop tard. Et au niveau du cinéma, les références sont moins nombreuses, mais dans cette séquence-là du 7e cri, il y a très clairement un clin d'œil à Vertigo, notamment que le destin du personnage qui rentre dans le phare chez Dick Hérisson a le même destin que les personnages féminins dans Sueur froide d'Alfred Hitchcock. Donc il y a tout un tas de références comme ça au monde de l'image, que ce soit la bande dessinée, la peinture et le cinéma. Mais il y a aussi, tout au long des aventures de Dick Hérisson, un intérêt constant pour l'image, de manière générale, sans qu'elle soit identifiée à des références précises. Enfin, quoique, il y a dans Les voleurs d'oreilles une histoire qui s'articule autour de meurtres en série. Et il s'avère que ces meurtres en série sont guidés par des tableaux qui ont été peints par Van Gogh. C'est-à-dire que les meurtres ont lieu là où Van Gogh a peint certains tableaux à Arles. Donc,
De nouveau, il y a l'idée que l'action, le récit, il est guidé par l'image, en fait. Hein, il est conditionné même par l'image. Idem pour la conspiration des poissonniers. Il y a cet intérêt du personnage de Jérôme Doutandieu pour une peinture qui va avoir un sens pour le reste de l'histoire parce que on va connaître l'aventure de ce tableau dont on a vu ici la représentation au détour d'une case. Dans la même histoire, on retrouve cette représentation du tableau en tant qu'ex voto dans une église pour rendre hommage en fait aux marins disparus. Et là, on en voit une image très inquiétante, hein, avec une créature qui surplombe le bateau en train de faire un naufrage. Donc toujours l'idée en fait que l'enquête policière d'Andy Kérisson, elle passe par les images. Et notamment, elle passe par la peinture, par les tableaux. C'est encore plus le cas dans le tombeau d'Absalom, parce que là, il est question, dans cette aventure, de tableaux qui tuent. On a l'impression que les personnages qui sont mis en présence de tableaux d'un peintre fictif meurent dans les mêmes conditions que meurent les personnages dans le tableau. Là, par exemple, au début de la bande dessinée, c'est un personnage qui a été décapité devant une scène de décapitation. Et d'ailleurs, il y a du vrai sang sur la peinture. Dans la même histoire, un peu plus tard, le restaurateur qui s'occupait de redonner une seconde vie à un tableau du martyr de Saint-Sébastien finit comme ça Sébastien. Vous voyez, l'idée que le tableau contamine la réalité et que les morts sont conditionnés par la façon dont ça se représente sur le tableau. Et évidemment, l'histoire trouvera sa résolution par un tableau. Hein, c'est ce que dit Kérisson ici. Je jurerais que quelque chose se trouve dissimulé dans ce tableau. Ce qui se trouve dissimulé dans le tableau, c'est le secret de l'énigme. Et le secret de l'énigme se trouve où? Dans l'image. C'est-à-dire qu'il y a constamment une sorte de réflexion sur l'image, sur le sens qu'il y a à donner au dessin, à la représentation et à ce que l'on voit. Donc c'est toujours ici un extrait du tombeau d'Absalom, parce qu'il y a question en plus là d'un tableau qui est animé d'une vie propre, parce que tous les jours il y a quelque chose qui se profile à l'horizon de cette mer agitée, c'est une pince de crabe énorme, et tous les jours la pince grossit. Et pour nous prouver ça, on a sur la planche de gauche des photographies qui montrent les différentes étapes de cette apparition. Ce qui me permet de faire la transition avec un autre type d'image qui est très présent dans les aventures de Dick Kérisson, c'est les photos. Les photographies servent aussi de fil conducteur à plusieurs récits. C'est le cas par exemple du très beau Frère de Cendre, qui est le 6e album de la série. À chaque mort, on découvre sur le cadavre des victimes, cette photo avec ces allumettes. Et les allumettes sont brûlées les unes après les autres pour décompter le nombre des victimes. Donc il y a une signature, si vous voulez, du meurtrier qui passe par l'image encore et qui passe par la photographie. Et tout l'enjeu, en fait, pour découvrir le fond du problème, c'est de savoir qu'est-ce que représente cette photographie. C'est quoi cette île exactement, où ça se trouve, qu'est-ce qui s'y est passé. Dans la même aventure, on découvre que les victimes sont toutes réunies sur une photographie, justement. Donc c'est un peu les Dibtinais, hein, mais dans l'espace d'une photographie de groupe. Et l'idée, c'est qu'on va assister à la mort des uns et des autres successivement. Toujours dans la même histoire, hein, vous voyez, il y a l'annonce d'un danger autour du personnage, et ce danger, il est signé, il est annoncé par quoi? Par une photographie. Et là encore, le but, c'est de savoir qu'est-ce que représente cette photographie, qu'est-ce qui se cache derrière ce petit garçon, vous voyez, pour que le personnage ici réagisse de manière aussi angoissée.
Dans La Maison du Pendu, c'est pareil, il y a Dick Hérisson qui parle d'une enquête qu'il a menée précédemment, une enquête à laquelle on n'a pas assisté, et il explique en fait au personnage avec qui il parle qu'il a élucidé cette enquête grâce à cette photo. Parce que cette photo a trahi la présence du personnage à l'heure précise où elle a été prise à cause de la voiture qui était garée en contrebas de la maison. Donc, il y a aussi l'idée que, à travers la photographie, en analysant la photographie, en analysant l'image, on peut élucider les mystères, on peut élucider les énigmes qui sont posées aux détectives. Donc toujours l'idée du photo de groupe, des photos de groupe qu'on retrouve dans La Maison du Pendu également. Là, ici, c'est très intéressant, c'est dans la Brouette des Morts, c'est-à-dire l'avant-dernière aventure de Dick Hérisson. L'aventure, l'action est lancée par la découverte de cette photographie. Et ce qui est assez fascinant avec cette photographie, c'est qu'elle représente un château qui est lui-même l'image d'un autre château. C'est-à-dire que c'est un château qui était construit dans le but de donner la réplique à un autre château. Le propriétaire ne voulait pas habiter le premier château parce qu'il était situé en ville. Lui, il voulait habiter un autre château qui serait situé à la campagne. Et donc, la photo ici, c'est la photo d'une image, en fait. Ouais. Ce n'est pas la photo du château original, c'est la photo de l'image du château, en fait, déjà. Donc il y a une sorte de poupée gigogne de simulacre et de représentation qui s'articule ici dans cette image-là. Il y a beaucoup de questions de photographie dans La Brouette des Morts, et d'ailleurs, l'enquête tourne autour d'un photographe. Et elle va être en partie résolue parce qu'on réussit à déchiffrer une photographie dans laquelle on découvre la présence d'un personnage qui n'avait rien à faire là, normalement. Si on zoome, si on utilise une loupe, comme c'est le cas dans la dernière case, eh ben, on découvre ce que personne n'avait vu jusque-là. C'est une réflexion sur l'image qui rappelle beaucoup une nouvelle de Julio Cortázar qui s'appelle Les fils de la Vierge et que vous connaissez peut-être mieux à travers son adaptation cinématographique qui est Blow Up de Antonioni. Ce film où il y a une forme d'enquête qui est menée à travers une image, une photographie qui a été prise, et en zoomant à l'infini dans cette photographie, on découvre quelque chose qui se passait en arrière-plan. Et là, il y a une réflexion un peu de cet ordre-là. Toujours donc dans l'idée que enquêter chez Dick Hérisson, c'est d'abord s'intéresser aux images, et c'est d'abord les décoder. Au-delà des images, il y a aussi, comme ici c'est le cas, beaucoup de scènes qui renvoient à des journaux. Alors ce qui est intéressant dans cette scène-ci, toujours extraite de La Brouette des Morts, c'est que le commissaire découpe le portrait d'une victime qui est représentée dans un journal, et dans la première case de la deuxième bande, on voit le portrait, enfin le détective Dick Hérisson qui apparaît à travers l'ouverture qui a été créée. C'est-à-dire que Dick Hérisson, à ce moment-là, est ramené lui-même à l'état d'image, quelque part, si on suit le raisonnement et un peu la mise en abîme. Et très régulièrement, tout au long des aventures de Dick Hérisson, j'en ai donné quelques exemples, mais ils sont beaucoup plus nombreux, il y a toujours des représentations de coupures de presse dans les aventures de Dick Hérisson. Donc c'est le cas ici de L'Ombre du Torero, on le retrouve aussi dans l'Opéra Maudit, toujours ici dans l'Opéra Maudit, là ici c'est dans Frères de Cendre. Vous voyez, constamment il y a cette intervention de coupures de presse ou de focus qui sont faits sur des articles qui interviennent dans l'aventure. Alors c'est comment dire, une sorte de stratagème narratif parce que ça permet de résumer, de faire le point sur certaines situations, de nous montrer de manière un peu plus dynamique que par un récitatif par exemple, qu'est-ce qui s'est passé jusque-là.
Mais c'est aussi et surtout sans doute un souvenir de la marque jaune, parce que dans la marque jaune de l'aventure de Blake et Mortimer, il y a beaucoup question de coupures de presse qui sont représentées et qui rythment l'action comme ça. Donc il y a ça, mais il y a aussi l'idée que l'énigme, elle va se résoudre à travers les journaux, à travers la relation des faits qui est retranscrit ici dans des publications qui quelquefois sont contemporaines au récit, mais bien souvent sont des journaux qui datent de quelques années auparavant, qui datent du passé. Et c'est une constance aussi dans les aventures de Dick Hérisson, c'est que bien souvent l'énigme, même si elle se manifeste au présent, en réalité, elle prend ses origines dans un passé qui est plus ou moins proche, plus ou moins lointain. Ça dépend des aventures. Donc ça veut dire que, vous voyez, si on met les choses les unes après les autres, l'enquête, elle se fait dans l'image, par l'image, l'idée de déchiffrer, de bien voir ce qui est représenté, et puis elle se fait par la relation des faits, par la relation d'événements présents, mais aussi bien souvent passés, comme si à chaque fois il y avait une sorte de filtre qui devait être posé à la réalité pour mieux la comprendre en fait. Au-delà des journaux, il y a énormément de scènes dans Dick Hérisson qui se passent dans des bibliothèques, ou qui se passent dans des bibliothèques, c'est-à-dire le lieu institutionnel, mais aussi des bibliothèques privées, qui tendent à montrer encore de nouveau que l'enquête, plus qu'une enquête sur le terrain, plus qu'une enquête là où les faits se sont passés, c'est une enquête qui doit se mener, là encore une fois, par la lecture. C'est dans les livres qu'on va résoudre ce qui se passe et les crimes qui ont été commis dans la réalité. Donc là, c'est le cas encore ici dans Les voleurs d'oreilles. D'ailleurs, on voit que Dick Hérisson, ça ne lui plaît pas du tout de devoir compulser des livres pour essayer de comprendre cette affaire-là. Je ne parle même pas de Jérôme Doutandieu qui, lui, s'est carrément endormi. Dans l'Opéra maudit, idem, grande bibliothèque, et Jérôme va découvrir un livre qui va lui donner la puce à l'oreille sur la réalité des événements qui sont en train de se dérouler dans cette aventure-là. Dans la même aventure, Dick Hérisson va découvrir la vérité en consultant la bibliothèque d'un monastère, comme il le dit là, ici, dans une image exemplaire. Bon sang, je comprends. Vous voyez, la résolution, encore une fois, c'est pas faire l'expérience de la réalité telle qu'elle, c'est faire l'expérience de son image. Que ce soit l'image, la photo, la peinture, le journal ou le livre. Conspiration des poissonniers, pareil. L'action va débuter véritablement en lisant un vieux livre qui décrit l'histoire qui est en train de se dérouler. Là aussi, de nouveau, le secret va être résolu dans la maison du pendu grâce aux archives d'une vieille bibliothèque. Et là aussi, c'est dans la brouette des morts, toujours le même principe. Ils sont dans une bibliothèque et c'est là que l'action finit par trouver son sens. Dans la dernière aventure, Inachevé, l'araignée pourpre, il y a la même idée. Il faut que Dick Hérisson découvre un livre dont l'unique exemplaire est dans une bibliothèque. Et au moment où il doit partir, le geste n'est pas anodin, il vole le livre. D'où l'importance, encore une fois, considérable qui est portée à l'objet livre dans les aventures, parce que c'est là-dedans que la solution réside. Au-delà des bibliothèques, au-delà des livres, il y a un autre type de lieu qui est visité inlassablement par Dick Hérisson, ce sont les antiquaires. Il y a beaucoup d'antiquaires. Systématiquement, on retrouve la maquette du Secret de la licorne, quelque part dans un coin, comme là, vous voyez presque au premier plan, dans la dernière case.
Et l'antiquaire, c'est pas un hasard, encore une fois, c'est le lieu qui renvoie au passé, qui renferme l'idée de passé, en fait, hein, et qui est tourné donc vers cette époque plus ou moins lointaine, plus ou moins proche, mais qui rappelle l'idée de relique et d'écho, dont le présent profite et aussi est peut-être contaminé. Donc il y en a constamment, hein. Là c'est dans la brouette des morts, et on le retrouve dans l'araignée pourpre, et c'est pas un hasard non plus, alors qu'il est chez un antiquaire, qu'est-ce qu'il va acheter le personnage? Des livres. Ouais. Donc on retourne toujours dans la même logique et dans le même univers, celui des objets qui contiennent une représentation en fait du monde. Et c'est vraiment, je pense, le théorème des aventures de Dick Hérisson. C'est que enquêter sur le réel dans les aventures de Dick Hérisson, c'est constamment enquêter sur l'image du réel. C'est ça le côté, vous voyez, un peu tordu qu'on percevait déjà dans le rendez-vous de Sevenoaks de Floch et Rivière, mais aussi dans Berceuse électrique de Ted Benoît, etc. C'est l'idée que pour comprendre le réel, il faut d'abord s'intéresser et comprendre les simulacres de la réalité, les représentations qui sont celles de la réalité. Et du coup, on s'aperçoit qu'à travers toutes ces images, à travers tous ces tableaux, ces photographies, ces livres, ces extraits de films quelquefois, tout ça, en fait, sont des représentations qui créent une distance avec la réalité, qui doublent la réalité quelque part, qui nous envoient dans une réalité qui est elle-même donc dédoublée, et qui contamine bien souvent la réalité elle-même. La réalité présente que connaît le personnage de Dick Hérisson, dans laquelle il évolue, c'est une réalité qui est traversée d'une fêlure, qui est traversée d'une fracture, pardon. Cette fracture, c'est celle du mensonge, c'est celle de l'illusion, c'est celle de la simulation quelque part, c'est celle de la machination dans tous les cas. Et cette machination, cette illusion, cette simulation, en fait, elle est souvent donc la conséquence d'un passé dont on n'a pas la bonne image. Le passé a été travesti, en fait. C'est ça aussi le sens des journaux qui sont les vieux journaux, hein, que découvrent bien souvent les personnages dans la série. Ces vieux journaux sont utilisés pour montrer à quel point ils ont transformé la réalité, ou à quel point la réalité finalement est éloignée de ce qu'on en dit. Et ce décalage entre la réalité et le simulacre, entre le réel et son image, c'est vraiment le thème qui parcourt constamment les aventures de Dick Hérisson. Et c'est pour ça que ce sont des histoires qui sont très ambiguës, parce que ce sont des histoires qui se détachent constamment de leur rapport à la réalité. Là où, dans la ligne claire, on veut rendre tout lisible, dans les aventures de Dick Hérisson, on s'aperçoit que rien n'est lisible, que rien n'est jamais tout à fait ce qu'il semble être. D'où l'idée qu'enquêter sur le réel, c'est d'abord enquêter sur son image. Et que c'est en comprenant l'image telle qu'on l'aperçoit qu'on peut éventuellement décoder ce qui se passe dans la réalité. Et donc ça fait de Dick Hérisson non pas un personnage d'enquêteur au sens classique du terme, dans le sens où il dénoue les fils de machination qui ont lieu dans la réalité, mais c'est un enquêteur, un méta-enquêteur, parce que lui, son domaine d'enquête, c'est l'image, le texte, l'artefact, la simulation. Et donc, résoudre une enquête pour lui, c'est d'abord et avant tout, décoder l'image, décoder la représentation, trouver le chiffre, trouver le code qu'il y a derrière les images qui sont données. Et ce qui est intéressant, c'est que ces histoires-là sont représentées en bande dessinée, c'est-à-dire dans un médium qui est lui-même entièrement tourné vers l'image.
Voyez, donc il y a un côté de mise en abîme qui est très intéressant et qui est assez vertigineux et qui est constamment rejoué dans les aventures de Dick Hérisson et qui trouvera son apogée par exemple dans La Maison du Pendu parce que le récit est fondé sur une sorte de ruban de Moebius qui rend les limites entre la réalité et la fiction complètement poreuses. C'est-à-dire on ne sait plus très bien ce qui est vrai et on ne sait plus très bien ce qui est faux. Et en réalité, c'est comme ça tout le temps dans les aventures de Dick Hérisson. Il y a toujours un moment où on se dit, mais tiens, on croit avoir compris, mais la dernière planche nous révèle une réalité qui est tout à fait autre que celle que l'enquêteur avait mise au jour. C'est le cas de plusieurs histoires comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart du temps, toutes les aventures très étranges, fantastiques, surnaturelles que connaît Dick Hérisson ont des explications tout à fait triviales, tout à fait normales. Il n'y a jamais de fantastique en fait chez Dick Hérisson. Chez Dick Hérisson, il n'y a que l'atmosphère qui est fantastique. On croit qu'il y a des malédictions, on croit qu'il y a des fantômes, on croit qu'il y a des monstres, enfin quelquefois il y en a un d'ailleurs. Mais en fait, en réalité, la solution, bien souvent, elle est cachée derrière ce faisceau de signes qui sont liés à la littérature feuilletonesque, à la littérature fantastique. Et ce sont des réalités qui ont trait à la réalité historique de l'époque dans laquelle se jouent les aventures de Dick Hérisson, à savoir les années 30. Et les années 30, c'est quoi ? C'est l'entre-deux-guerres, évidemment, et c'est des années de troubles. C'est les années du Front populaire, c'est les années de la montée du fascisme en Italie, c'est les années de la montée du nazisme en Allemagne. Et en fait, les aventures de Dick Hérisson, à travers des histoires de fantômes, de malédictions, de meurtres en série, documentent quelque part cette étrangeté du monde de l'époque. C'est le cas, par exemple, des voleurs d'oreilles, parce qu'on a une histoire complètement abracadabrantesque de tueurs en série qui s'inspireraient de Van Gogh, etc. Mais la résolution est beaucoup plus simple derrière. C'était en fait un prétexte, une sorte de paravent, qui permettait de justifier des meurtres politiques. Idem pour le vampire de Lacoste. Le vampire de Lacoste, c'est un récit qui est complètement habité par l'atmosphère des films de la Hammer. Vous voyez, les films d'horreur des années 60, Dracula, Frankenstein, etc. C'est très très gothique. On n'arrête pas de parler de ce qui se passait dans la région où se passent les événements dans des époques très lointaines, des rituels qui visaient à faire des sacrifices, ou alors des massacres liés à l'Inquisition, vous voyez, ce genre de choses. Bref, un passé qui est presque légendaire, mythique, qui est habité par l'idée du massacre et du sacrifice, du rituel de sacrifice. Et en réalité, ce qui se passe est beaucoup plus simple que ça. Ce sont des nazis qui se servent de ce terreau fantastique pour faire des meurtres et récupérer du sang de jeunes femmes blondes, c'est-à-dire un modèle arien, qui va leur permettre de faire vivre l'idéal du nazisme en quelque sorte. Donc encore une fois, tout le terreau fantastique, surnaturel, etc., qui est développé pendant tout le récit, pendant les 4/5 du récit, il s'effondre à la fin parce qu'on s'aperçoit que non, il n'y avait rien de fantastique là-dedans, c'était juste des tarés qui voulaient faire vivre leur idéologie, quoi, en quelque sorte. Et ainsi de suite, il y a plein d'aventures comme ça qui fonctionnent sur ce principe-là. Et Didier Savard, il a presque donné la clé de tout ça dans un petit hommage à Tintin qui a été réalisé pour Le Monde, un pastiche qui s'appelle Objectif Monde, un pastiche autorisé, ça existe, dans laquelle
on voit un personnage qui travaille au Monde, c'est un journaliste qui travaille au Monde, qui se prend pour Tintin, donc il est lui-même pas très bien dans sa tête. Il parle constamment à son chien Milou qui n'existe pas, il n'y a pas de chien à côté de lui. L'aventure, elle revisite tout un tas de scènes assez mythiques des aventures de Tintin, mais dans un côté un peu burlesque et assez étrange. Et à un moment donné, ce personnage, cet avatar de Tintin, rencontre le héros, enfin le méchant en quelque sorte, qui tire les ficelles dans l'ombre, et qui lui révèle en fait que les aventures de Tintin, il faut les lire comme l'histoire secrète du monde. Ouais. Reprenez chaque album de Tintin, vous aurez 70 ans d'histoire secrète du monde en filigrane. Et donc la théorie, c'est que à travers les aventures de Tintin, à travers la simplicité de ce qui est développé et des récits en ligne claire, se cache derrière, mais encore faut-il le décoder, l'histoire secrète du monde. Et il y a plein de gens qui pensent ça, effectivement, que les aventures de Tintin ne sont pas aussi simples qu'on veut bien le croire. Et c'est le cas, elles sont souvent bien plus étranges et beaucoup plus tordues qu'on a tendance à le voir. Et surtout, c'est le cas de Dick Hérisson. Sauf que ce n'est pas 70 ans de l'histoire du monde, ce serait plutôt une dizaine d'années de l'histoire du monde, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième, les années 1930, quoi, en gros. Et ce serait ça, l'histoire secrète de Dick Hérisson, l'histoire secrète de ce qui se passe dans l'image, de ce qui se passe dans les journaux, de ce qui se passe dans les peintures, dans les films, dans les livres, etc. C'est l'histoire que personne n'a vu venir, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, quoi, l'Holocauste qui va venir, qui va submerger le monde. Et il y a plein de choses comme ça qui peuvent se lire comme ça en filigrane dans les aventures de Dick Hérisson, notamment la conspiration des poissonniers, parce que la conspiration des poissonniers, c'est toute une histoire de plusieurs strates dans le passé, un passé qui est antédéluvien, qui est celui des origines du monde, avec un culte à une créature un peu Lovecraftienne, à laquelle on doit sacrifier des gens. Et puis cette créature qui ressurgit au XIXe siècle, alors qu'elle est redécouverte par une exploration maritime, et qui ressurgit encore en 1930, parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à prolonger cette enquête et puis à vraiment mettre au jour la découverte de ce culte-là. Et c'est un culte en fait barbare, archaïque, sacrificiel, monstrueux, et qui ressurgit, non pas dans un monde comme ça, lui-même barbare et archaïque, mais à Marseille dans les années 30. On retrouve l'idée de sacrifice humain, d'un culte à la monstruosité à Marseille en 1930 à peu près. Et cette contamination d'un passé très lointain et monstrueux dans le présent, ça annonce en quelque sorte la réalité de l'Holocauste, de ce qui va se passer quelques années plus tard avec la Seconde Guerre mondiale. Et Dick Hérisson, on peut le voir comme ça, donc des aventures qui tendent à montrer l'ambivalence du réel, qui tendent à montrer toute l'inquiétude qu'il y a, qui sourd derrière les images, derrière les représentations de la réalité, et qu'on ne voit pas venir, mais qui finalement ressurgissent à un moment ou à un autre. En fait, c'est l'horreur de l'histoire, quoi. S'il y a quelque chose d'horrible et de surnaturel, s'il y a une puissance comme ça maléfique qui est constamment à l'œuvre dans les aventures de Dick Hérisson, c'est celle de l'histoire avec un H majuscule évidemment, qui ne cesse de recommencer, avec les horreurs et l'inhumanité qui lui est propre. Et c'est ça que ne cesse de découvrir et de redécouvrir Dick Hérisson. Et c'est pour ça aussi que les enquêtes se font dans les livres et dans les images, etc., parce que c'est là que l'histoire secrète du passé est enfermée quelque part. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci.